frappe d'un président d'un bureau de vote, fuite de responsables électoraux, menaces contre les électeurs. Les élections législatives de ce dimanche au Mali, maintenues malgré le Covid-19 et les violences djihadistes, ont été perturbées par des incidents dans le centre et le nord qui ont empêché des électeurs de voter. Les bureaux de vote qui ont ouvert à 8h locales et GMT ont en majorité fermé à 18h à Bamako et en province, selon des journalistes de l'AFP et des observateurs. Le dépouillement a ensuite commencé selon les mêmes sources. Les premiers résultats provisoires de ce second tour, après un premier tour tenu le 29 mars dernier, sont attendus en début de semaine. Le taux moyen de participation était d'un peu plus de 16%, 2 heures avant la clôture du scrutin, a indiqué dans un communiqué la Synergie, une plateforme d'organisation qui a déployé des observateurs pour ces législatives. L'enjeu du scrutin est de taille: renouveler un parlement élu en 2013 et dont le mandat devrait s'achever en 2018 et faire avancer l'application de l'accord de paix d'Alger. L'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch a accusé ce lundi les forces de sécurité du Burkina Faso d'avoir exécuté 31 habitants de la ville de Djibo dans le nord du pays. Ces exécutions seraient intervenues lors d'une parodie brutale d'opérations antiterroristes le 9 avril dernier, ce qui pourrait constituer, selon Corinne Doufka, la directrice pour l'Afrique de l'Ouest de Human Rights Watch, un crime de guerre. L'ONG appelle les autorités burkinabées à immédiatement ouvrir une enquête impartiale sur ces meurtres et tenir les responsables pour comptables de leurs actes, quel que soit leur rang. Selon l'enquête menée par Human Rights Watch à Djibo, ville située à 200 km au nord de la capitale burkinabé, les forces de sécurité ont ciblé exclusivement des hommes de la communauté Peul, une ethnie semi-nomade sahélienne, parmi lesquels les groupes d'islamistes recrutent particulièrement, selon les experts. Human Rights Watch et des organisations de la société civile burkinabé ont déjà plusieurs fois dénoncé des violences perpétrées par les forces de sécurité contre la population qui ont fait, selon ces ONG, plusieurs centaines de morts sous couvert de lutte contre les groupes djihadistes qui multiplient les attaques dans le pays depuis 5 ans. Les affaires vont enfin pouvoir reprendre au marché central de Ouagadougou, fermé il y a près d'un mois pour cause de coronavirus. Entre 25 000 et 30 000 personnes y travaillent selon l'agence de développement urbain de Ouagadougou. Organisé autour d'un énorme bâtiment de 2 étages occupant une place centrale de la capitale, le grand marché compte près de 3 000 boutiques. Selon le maire de Ouagadougou, Arma Bewende, l'État a décidé sa réouverture pour soulager les commerçants, leur permettre de poursuivre leurs activités et participer à la relance de l'économie nationale. On est content, mais de la manière quand on est rentré, c'est ça qui est un peu difficile, quoi. On s'aligne, au moins 30 minutes avant de rentrer. Est-ce que les clients vont accepter de faire ça? S'allier comme ça pendant 2 heures pour rentrer là, ça sera difficile. Hein? Mais on essaie de voir ce que ça va donner. Nos comportements ici sont déterminants. Ils sont déterminants parce que ça nous permet donc de faire école. Ça nous permet donc d'ouvrir progressivement les autres marchés. Ça nous permettra bientôt de travailler à la reprise des activités au niveau des transports. Ça nous permettra de travailler bientôt à la reprise des activités au niveau des Matiéba. Ça nous permettra donc, si nous arrivons à vaincre très rapidement la maladie, à lever les autres mesures. Il ne faut pas que l'ouverture du marché devienne un point noir dans ce processus qui est déjà enclenché. Ce n'est pas facile pour nous les commerçants. On n'est pas les fonctionnaires pour prendre par mois. Donc on est assis seulement. Si ce n'est pas payé, on ne peut pas manger. Voilà, c'est quand ça paye que nous aussi on gagne notre paie. Le coronavirus a causé 36 morts pour 576 cas au Burkina Faso, selon le dernier bilan officiel ce dimanche. La pandémie a mis à rude épreuve la fragile économie du pays, déjà éprouvée par la lutte contre les groupes djihadistes depuis 5 ans. Les victimes sont respectivement le président du conseil traditionnel et le secrétaire général de la région anglophone du Nord-Ouest, a précisé le roi de Bambili. Elles ont été prises pour cible probablement par des partisans de la sécession qui manipulent la jeunesse du village et accusent les victimes d'avoir encouragé le dépôt des armes, a-t-il affirmé. Depuis 2017, un violent conflit entre l'armée et des indépendantistes secoue les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Selon des ONG, plus de 3000 personnes ont été tuées
et plus de 700 000 autres ont dû fuir leur lieu de vie. Les indépendantistes s'en prennent notamment aux autorités traditionnelles ou aux hommes politiques qui appellent les populations locales à déposer les armes. Selon Sa Majesté, la paix revenait progressivement dans le coin car depuis décembre, il n'y a pas eu d'incident grave avant l'assassinat des 2 notables. Selon lui, Bambili est visé en raison de la présence du campus de Bamenda, des responsables de l'université ayant appelé à la pacification. La présidence camerounaise a admis ce mardi que 13 civils, dont 10 enfants, avaient été tués par 3 militaires et des supplétifs dans un village du nord-ouest séparatiste anglophone mi-février. Un massacre qui avait déclenché un tollé international. Dans un communiqué, la présidence a déclaré que 3 soldats et un groupe d'autodéfense ont donné l'assaut contre une base de rebelles séparatistes et, après des échanges de tirs au cours desquels 5 terroristes ont été abattus, ils ont découvert que 3 femmes et 10 enfants avaient péri du fait de leur action. Pris de panique, les 3 militaires aidés de certains membres du comité de défense ont tenté de masquer les faits par des incendies, a ajouté la présidence. Jusqu'alors, pressé par les ONG internationales qui accusaient l'armée et une milice Peul alliée d'avoir perpétré le massacre, Yaoundé avait nié et affirmé que la mort de ces civils était la conséquence d'un malheureux accident. L'explosion de conteneurs de carburant consécutive à des échanges de tirs entre soldats et séparatistes. Et c'est sous la pression internationale que le président Paul Biya avait exigé l'ouverture d'une enquête sur la tuerie dont les premières conclusions ont été livrées ce mardi soir. Suite à ces conclusions, le président Paul Biya a ordonné notamment l'arrestation du sergent, d'un des gendarmes et d'un soldat ainsi que 10 des miliciens non encore identifiés. Il a également ordonné l'ouverture d'une procédure judiciaire contre les 3 militaires déjà remis à la disposition du tribunal militaire de Yaoundé. Dans un contexte de crise politique en cours depuis des mois, Amadou Damaro Camara a été élu président de l'Assemblée par 98 voix contre 6 à son adversaire Mohamed Lamine Kaba. Le vote s'est déroulé en l'absence non seulement des principaux dirigeants de l'opposition nationale, mais aussi des diplomates étrangers. Les députés masqués ont conservé 2 sièges vides les uns entre les autres pour parer la propagation du Covid-19. Avec 688 cas déclarés et 6 décès, la maladie progresse rapidement dans le pays. Le nouveau Parlement tenait sa séance inaugurale après les législatives du 22 mars dernier, boycottées par l'opposition et critiquées par les États-Unis, l'Union européenne et la France. Le Rassemblement du peuple de Guinée, le parti du chef de l'État et du nouveau président de l'Assemblée, dispose de 79 sièges sur 114. L'adversaire d'Amadou Damaro Camara était quasiment inconnu du grand public. La Guinée, malgré d'importantes ressources naturelles, est en proie à la contestation contre le projet prêté au président Alpha Condé de briguer un 3e mandat fin 2020. Cette crise a donné lieu à des violences qui ont fait des dizaines de morts depuis mi-octobre. Alpha Condé, ancien opposant historique devenu premier président démocratiquement élu, après des décennies, entretient l'ambiguïté sur ses ambitions personnelles. L'ancienne constitution limitait à 2 le nombre de mandats présidentiels. En même temps que les législatives, Alpha Condé a soumis le 22 mars dernier une nouvelle proposition de constitution à un référendum. La proposition a recueilli près de 90% de oui selon la Cour constitutionnelle. La décision a été prise ce mercredi. L'instance judiciaire de l'Union africaine a ordonné à la Côte d'Ivoire de surseoir l'exécution du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Elle ordonne aussi de surseoir à l'exécution des mandats de dépôt contre 19 proches de Guillaume Soro et leur mise en liberté provisoire. Il s'agit de 5 députés et de membres de son parti, dont d'anciens ministres, ainsi que 2 de ses frères, accusés de complicité à divers degrés et actuellement détenus en Côte d'Ivoire. Pour justifier sa décision prise à l'unanimité, la Cour estime que le mandat d'arrêt et les mandats de dépôt risquent de compromettre gravement l'exercice des libertés et des droits politiques des requérants. Elle invoque également le risque de dommages irréparables pour les requérants et la présomption d'innocence en leur faveur. La Cour donne 30 jours à l'État ivoirien qui n'a pas réagi dans l'immédiat à la décision pour exécuter l'arrêt.
Institution de l'Union africaine basée à Arusha en Tanzanie, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait été saisie début mars par Guillaume Soro et ses proches. Candidat déclaré à l'élection présidentielle ivoirienne prévue en octobre, Guillaume Soro faisait objet depuis fin décembre 2019 d'un mandat d'arrêt émis par la justice ivoirienne pour une tentative présumée d'insurrection et des détournements de fonds publics. Toute accusation démentie par l'ex-chef de la rébellion des années 2000 qui a salué sur sa page Facebook cette décision historique dans laquelle la Cour africaine reconnaît l'iniquité des poursuites contre lui. Nous veillons à ce que vous vous laviez les mains avant d'entrer dans notre communauté. Nous utilisons le thermoflash pour vérifier votre température. Si elle est élevée, vous vous reposerez un peu et prendrez de l'eau fraîche. Si elle continue d'être élevée, nous appellerons l'ambulance pour qu'elle vienne vous chercher et vous transporter à l'hôpital. C'est ce que nous faisons tous les jours et nous continuerons à le faire jusqu'à la fin de ce coronavirus. Oh yes. Oh oui, nous avons beaucoup de gens qui nous aident, surtout avec le détergent et d'autres choses. Nous avons beaucoup de gens, beaucoup de nos citoyens de cette communauté nous aident. Cela avait déjà été appliqué dans la période Ebola. Pas un seul cas n'est venu de cette communauté grâce à cette même mesure. Nous prions donc Dieu pour que cette fois-ci, pas un seul cas ne vienne de notre communauté. Certains Libériens doutent encore que la maladie ne soit dans ce pays. C'est ce qu'ils croient. Donc, quand ils ont vu des gens baisser la barrière, dire aux gens de se laver les mains, prendre leur température et tout le reste, certains essaient de se faire à l'idée que c'est vrai.